bienvenue dans le point lecture de mai qui est tourné à l'arrache. Et là, à l'arrache, plus à l'arrache que ça on peut pas faire, parce qu'il est exactement, pour l'instant, Seigneur, oh mon Dieu, 18h45, et qu'il est mis en ligne demain matin. Comment vous dire que ça va être du aussitôt filmé, aussitôt mis en ligne. De toute façon, je ne mets pas, à part mes 2 trucs d'entrée et de sortie, je mets rien. Voilà. Donc voilà, vous avez l'habitude. Maintenant, je ne détaille même plus dans le timer. Je vous mets le timer au moment où je commence à parler des bouquins. Je vous mets la liste des bouquins et je décolle pas. Parce que honnêtement, je sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est mieux avec les timers, comme ça on fait ce qu'on veut et tout. » Ouais, mais moi, ça me prend du temps. Voilà, donc si c'est pour passer une demi-heure pour regarder le timer, mettre le bon timer, vous mettre la bonne jaquette, marquer le nom dessous, etc. Perso, voilà. Moi, mon but, je le dis pour les nouveaux arrivants, mon but, c'est vraiment de vous donner mon avis sur les bouquins. Je coule l'eau, mais c'est normal, hein, il fait une chaleur à crever dans cette ville de merde. Et on commence les bonnes... Ça brille de partout, c'est que du bonheur. C'est vous donner mon avis sur ce que je lis, vous donner envie de les lire ou pas, de me donner ce que vous avez eu comme vous, avis, retour de ces livres-là aussi. Voilà, pour le timer, on faisait 100 avant, alors on peut faire 100 maintenant. Voilà, puis si, voilà, si ça vous plaît pas, bah, écoutez, que voulez-vous, hein, voilà, il y a une personne qui m'a dit gentiment, oui, mais moi, s'il n'y a pas le timer, je regarde pas. Eh ben, au revoir. Non, je plaisante, mais bon, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment l'important sur une chaîne qui est un timer, livre par livre, etc. Enfin, moi, perso, j'ai pas le temps de le faire. Quand j'ai le temps, je vous le fais volontiers, mais quand j'ai pas le temps aujourd'hui... Allez, on commence donc... Le timer sera donc à 2 minutes quand on commence à parler des bouquins. Voilà, comme d'hab. Hein. Vous savez qu'il y a une intro toujours qui a l'air con, donc allez directement à 2 minutes. Ça, c'est tout ce que j'ai lu au mois de mai. À content, Lisa, à content, parce qu'elle ne pensait pas du tout lire tout ça. Surtout que si vous avez vu le podcast de hier, enfin d'aujourd'hui pour quand je tourne, mais pour vous de mardi matin, j'ai vu quand même pas mal de séries et j'ai vu 3 films, d'accord, mais j'ai vu pas mal de séries, donc voilà, et je queen depuis vendredi soir sur Obi-Wan Kenobi, donc et je suis en mode fangirl, et puis j'ai fait une petite escapade à Paris pour... Voilà, donc comment vous dire que j'ai pas lu pendant 3 jours. Et je me suis rattrapée dimanche soir, non c'est pas vrai, je me suis rattrapée dimanche après-midi pendant le Grand Prix de Formule 1, parce que je suis revenue vite fait, et j'ai lu jusqu'à pratiquement 10h du soir, voilà, et j'ai lu lundi matin, et ce matin, donc j'ai fini le dernier livre que vous avez vu au fond. Allez, on commence tout de suite, et donc on commence tout de suite par le premier lu, donc c'est Azincourt, partant depuis de Jean Telet, je me marre déjà, c'est terrible. Je vais moins me marrer pour les autres. Alors, il faut aimer Jean Telet. Si vous n'aimez pas la plume de Jean Telet, si vous n'aimez pas le côté quelquefois cynique, un peu vulgaire, très cru, et l'histoire, alors l'histoire, on va dire bien étudiée quand même, hein, pour retransmettre ce qu'il fait à chaque fois. Je parlais de tous les livres dont il a parlé quand il parle de personnages historiques. Le gars se documente, voilà, il n'y a qu'à voir la bibliographie à la fin, moi j'ai tout lu, mais voilà, mais si vous voulez, il faut avoir un bagage pour faire ce genre de choses, surtout quand on veut le tourner à la dérision comme il le fait. Par contre, l'avantage, si vous ne connaissiez pas Azincourt, c'est que ça va vous donner la date, voilà. Alors moi je savais la date hein, à la base, mais peut-être que vous ne le savez pas. Donc l'avantage c'est que vous saurez la date du 25 octobre 1415. Youhou! Voilà, ça vous aura appris au moins une chose. Et que les Français se sont pris une tôle. Qui a dit comme d'hab? Qui a dit comme d'hab contre les Anglais? Alors en fait, ils nous narrent la bataille d'Azincourt. Donc avant la bataille, bien sûr, les préparatifs, la bataille et... Gloups. Alors, éminemment, c'est du Jean Telet, hein, donc il fallait qu'il y ait du cul. Désolé, mais c'est normal. Donc il y a une fleur de lys, une fille à soldat, comme on a appelé, bref, une prostituée, qui, comment dire, est autant sur le champ que sous l'armure, sous les tables que sur la table, mais qui, de temps en temps, sort des choses assez réalistes, hein, je dois dire.
Voilà, elle est beaucoup plus brillante que certains bestioles. Alors, les Français sont d'un côté, en surnom, voire vont écraser la concurrence. Ils arrivent, c'est nous, l'armure rutilante, le machin. Bon bref, vous avez tous les grands seigneurs du royaume de France et de Navarre et de tout le monde. Bref, tout le monde est là pour se montrer. Alors tout le monde va être en première ligne, ce qui est un peu con. Mais enfin bref, tout le monde essaye de se caser en première ligne. Donc tout le monde se colle les uns sur les autres. Facile avec une armure qui pèse 30 kilos. Et en face, vous avez l'armée d'Angleterre, donc de ce cher Henri qui arrive. Alors eux, ils sont en mode... on est un peu dans la merde, c'est le cas de le dire, parce qu'ils sont ravagés par la dysenterie. Ils ont mangé des trucs qui ne vaut pas. Et donc, véritablement, ça a vidé l'armée. Sans faire de jeu de mots lourds. Mais entre ceux qui sont morts, ceux qui sont malades comme des chiens et ceux qui battent trop la vie, il faut dire qu'en face, voilà. Donc les Français, voyant ça, ils se disent « Ouais, trop bien, on va te les plier en 3 minutes. » Bon, alors, c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances. Les Français se sont mal positionnés, comme des cakes. Il y avait un bourbier en bas. Ils n'ont pas vu que s'il y avait de l'eau, ils allaient s'embourber. Non, non. Il a fallu penser. Et qu'il y avait 2 bois de chaque côté. Va pas mettre un morceau de l'armée ou n'importe qui, tu vois, style, bon, on va caler les bois, parce que s'il y a des cons dans les bois, du coup, on les prend en revers. Non. C'était beaucoup mieux de se positionner devant. Donc, en fait, ce qui devait arriver, arriva. Quand ça veut pas, ça veut pas. La flotte, la boue... Des lances trop longues au début, trop courtes à la fin, des armures qui s'enfoncent dans la boue, tu m'étonnes, 30 kilos de plus, des destriers qui n'arrivent pas à sortir de la boue, les autres qui arrivent en face comme des maboules, de toute façon ils n'ont plus rien à perdre, et on s'est fait laminer, voilà, mais sous la plume de Chantelier on se bat. Moi je dois avouer que j'étais pour les Anglais, bon, ok, ça, on avait bien compris, voilà, mais je dois avouer que je me suis marrée du début jusqu'à la fin. Voilà. Après, je vous ai dit, si vous n'aimez pas la plume, faut pas vous y aventurer. Hein, c'est du cru, du cul. Voilà. Mais c'est des moments tellement hilarants. Enfin, je veux dire, ils se moquent. À un moment donné, c'est le paroxysme de la moquerie sur certains... Attends, il y a des dessins. Quand vous voyez ça, même vous et moi, on n'est pas des stratèges militaires, on a bien capté le coup. Vous voyez, ça, c'est les Français. Ça, c'est les Anglais, avec Henri V. Ça, c'est les bois. Bon, vous avez 3 merdes en bas, et vous avez tout le gros des troupes. Ceux-là, là, vous pouvez pas les positionner là, plutôt? C'est pas remonté jusqu'au cerveau. Formation tortue, ils sont un peu bourrés. Voilà, donc, honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas le meilleur roman du monde, mais c'est un roman qui va vous défriser les zygomatiques et qui va vous apprendre des trucs si vous ne savez pas. Après, si vous saviez Azincourt, ça va vous faire marrer aussi, parce que moi je connaissais, mais je me suis marrée quand même. Bref, très drôle. Enfin, très drôle, oui, quand on se prend des tôles, il faut rigoler, parce que sinon c'est pas drôle. Deuxième livre, alors, après celui-là, j'ai lu celui-ci. Donc, La Muse Rouge de Véronique de Haas, donc c'est chez Fayard, l'autre, je ne me rappelle plus, Mialet Marot. Je vous signale s'il y a des gens qui me demandent. Et quelquefois, je l'aimais pas. Je mets le nom, mais je ne mets pas forcément la maison d'édition dans les commentaires. La gourde. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, on est en 1930 à Paris. Et ça s'ouvre sur plusieurs personnages, dont la mort de prostituées, dont une prostituée indé, on va dire, qui n'est pas affiliée à une maison close, parce que vous savez que les maisons closes existaient, qui n'a pas vraiment de proxénète, bref, qui est indépendante. Il y a aussi un émissaire chinois qui se fait quick. Le tout avec les arcanes politiques, les arcanes géopolitiques, les arcanes des liaisons entre les comptoirs, notamment en Chine et la banque chinoise, et puis aussi tout ce qui est ramification des colonies. Alors, moi, dans ma tête, à un moment donné, vu comme c'était un peu caricaturé, j'ai entendu la chanson de Michel Sardou, Le temps des colonies. Ah non, c'est à un moment donné, ça tournait. Et il y a 2 policiers.
un flic qui vient, enfin qui est un ancien combattant de la Grande Guerre, puisqu'on est en 1920, et l'autre qui est, on va dire, un petit nouveau. Alors, ils se complètent assez bien. Et il y a aussi un autre petit personnage, un genre de Gavroche, si vous voulez, un peu débrouillard, qui louvoie entre les prostituées, les truands, les mauvais. Alors, on est quand même dans un contexte des années 20 où vous aviez tout qui était réuni, c'est-à-dire la fin de la guerre, les gens qui ne voulaient plus parler de la guerre, les gens qui voulaient vivre follement, donc d'où les années folles, qui voulaient renverser tout, qui voulaient tout voir, tout vivre, d'autres qui ne pouvaient pas continuer à vivre normalement parce qu'ils avaient vécu les horreurs de la guerre, qu'ils avaient perdu quelqu'un, il y avait des pauvres, il y avait des gens qui avaient gagné un peu plus d'argent, et par-dessus le tout, vous aviez la République, les anarchistes, les royalistes, et vas-y que je te tasse. Voilà, donc c'est un contexte politique assez particulier ces années entre 19-20. Vous avez quand même aussi l'Allemagne de l'autre côté qui se retrouve affaiblie. Et on sent bien la montée du truc qui va nous péter la gueule 20 ans plus tard. Même si tout le monde dit j'ai plus jamais ça. Et nous, on va suivre ces deux policiers, ces meurtres de prostituées, parce qu'il va en avoir d'autres, dans ce Paris-là, dans ces arcanes, dans ces entremêlements de petits arrangements entre amis, ennemis, avec la mafia, avec la pègre, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Alors, moi, je m'attendais à autre chose. Alors, je dois avouer que c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est une lecture très mitigée, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des facilités, des caricatures, enfin il y avait c'est très manichéen aussi, et quelquefois on suit les personnages dans leur vie privée, notamment le commissaire blessé de guerre, qui a une double vie parce qu'il a une femme, et il a surtout une maîtresse dont il est fou amoureux, et donc on suit ces rendez-vous clandestins avec elle de temps en temps, en présence quelquefois de son adjoint qui est au courant de ce truc-là. Alors, je dois avouer que autant le côté enquête, arcane, etc., de tout ce micmac d'affaires entremêlées, de politique qui tire les ficelles, de celui-là qui veut pas qu'on sache, etc., et de tout ceux qui travaillent dans les colonies, qui ont aussi des ramifications, qui essayent de faire passer des armes sous prétexte de voyage pour aider certains pays à se révolter sur le continent africain, tout ça aidé par les anarchistes, etc. Bon bref, beaucoup de choses. Autant ça m'a plu, autant tout ce qui est personnel, j'ai trouvé ça pas très intéressant, quelquefois. Et puis, au fil des pages, je sais pas, j'ai commencé à perdre véritablement l'envie. En plus, j'ai assez vite découvert plus ou moins qui était derrière le truc, parce qu'il revenait assez régulièrement, donc je me suis dit, toi, tu es trop beau pour être honnête. Mais voilà, à un moment donné, j'ai trouvé ça ronronnant, et j'ai décroché. Alors, je l'ai lu jusqu'à la fin parce que je voulais savoir, etc., pour plein de raisons, mais vous savez, quand vous lisez et que ça ronronne, vous lisez sans lire, c'est-à-dire vous lisez, vous tournez les pages, vous lisez, mais vous n'imprimez presque plus rien. Et je dois avouer que, contrairement à pratiquement tous ceux que j'ai lus, pratiquement, on va dire, tout sauf deux, même si le deuxième, j'ai quand même un peu plus de choses dans la tête, celui-là, je l'ai vite oublié. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine et demie, alors c'est vrai que je l'ai lu au début mai, mais je dois avouer que vous m'auriez demandé 15 jours après, je vous aurais résumé comme je l'ai fait maintenant, mais je serais incapable de vous expliquer moment par moment ce qui se passe. Alors que Azincourt et tous les autres, je peux vous détailler, même ceux que j'ai lus en janvier et que j'ai bien aimé, je peux vous détailler chaque livre que j'ai lu. Par exemple, quand je fais les bilans de fin d'année, je n'ai pas besoin de relire mes notes ou de me revoir ce que j'ai vu ou autre. Je sais ce que j'ai dans la tête, je sais ce que j'ai lu, je sais ce dont j'ai aimé ou pas aimé. Lui, bon, déjà, il sera pas à la fin, donc je suis tranquille pour ça. Mais voilà, c'est dommage parce que j'avais vraiment envie je pensais qu'il y avait autre chose pour moi. Et je me suis retrouvée un peu étonnée. Voilà, mais la période est bien retranscrite. Il y a des petites
subtilité dans le sens où, voilà, elle s'est accordée des petites choses, etc. Mais honnêtement, voilà, c'est facile, c'est pas difficile. Elle a expliqué les mots qui me semblaient... Alors, il y a de l'argot, mais ça, plus ou moins, c'est l'argot facile. Enfin, je crois. En tous les cas, moi, ça m'a pas posé de problème. Elle explique des mots qui étaient très en vogue dans les années 20. Il y a des fois des mots qui n'étaient pas véritablement en vogue, mais on s'en fout, ça passe. Après, c'est vrai que moi, il y a des mots que je connaissais. Voilà. Donc, par exemple, l'emballeur, c'est un croque-mort. Donc, c'est des mots, mais ça, c'est parce que la période m'intéressait, que j'ai lu pas mal de trucs et que je connais. Après, c'est très bien qu'elle l'ait fait pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà. Mais, je vous dis... aussi vite lu, aussi vite oublié. Donc, La Muse Rouge de Véronique de Haas, bah écoutez, Quai des Orfèvres 2022, bah écoutez, pour moi, ça l'a pas fait. Voilà. C'est dommage parce que c'était quelque chose que je partais avec, wouh, vous savez, le truc de vous dire, ouais, je vais y arriver. Bref. Ensuite, j'ai lu 2 BD. Alors, la première BD que j'ai lue, et elle fera partie en juin, vous verrez un point lecture histoire où il y a un livre d'histoire que j'ai lu. Et on m'a demandé surtout de faire un point d'histoire avec les BD historiques qui sont autour de la Seconde Guerre mondiale, des trucs que l'on peut conseiller à lire avant de s'attaquer aux pavasses. Voilà. Alors, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, à peu près, mais bon, voilà, les vidéos d'il y a 2 ans, tout le monde s'en fout, personne ne les regarde. Donc, voilà. Donc, je vais le faire au mois de juin, mais je mettrai celle-ci, et qui est un petit bijou. Ça s'appelle Le Fantôme d'Odessa, donc de Camille de Toledo et de Alexander Pavlenko. C'est chez, je ne me rappelle jamais, de Noël graphique. Et donc, en fait, on parle de Isaac Babel. Alors, qui est Isaac? Sérieux, quoi. Non, là, c'est la culture générale, les mecs, hein, je vous le dis. Ou les filles. Enfin, vous, quoi. C'est un auteur russe, etc., qui était très connu. Bon, bref. Et qui... a suivi dès le début le communisme de Trotsky, qui croyait à cette nouvelle idéologie, qui à la base n'est pas une mauvaise idéologie, quand elle a été créée, après ça a foiré, et qui va voir le basculement entre ce qu'il croyait et ce que Staline va mettre en place, et il va affronter, en fait, en gros, il va s'opposer à Staline avec tout ce qui est dans sa possibilité, c'est-à-dire les mots. Et c'est un homme qui va devenir forcément la cible de la Loubianka, et qui va un jour va être arrêté, et il va être enfermé à la Loubianka, et sa seule façon de faire et de rester droit dans ses bottes et de ne pas craquer, parce que bon, c'est pas des Club Med, hein, la Loubianka, hein, voilà, on torture, bref, que du bonheur. Et cet homme va écrire à sa fille, Nathalie, enfin Natacha pour lui, mais Nathalie parce qu'elle vit en France, et avec sa mère, et sont partis depuis longtemps. C'est un homme qui a voyagé, hein, qui est allé à Paris, qui a fait des conférences ailleurs, etc. Donc il connaît la vie et l'autre partie du communisme. Et on va le suivre dans cette BD. En fait, au moment où il est arrêté, ensuite à Odessa, parce qu'il a un personnage emblématique qui est un chef de la pègre qu'il a inventé et qu'on suit d'ailleurs à Beniap Creek, qu'on suit d'ailleurs quand il est à Odessa. Donc il y a toute une partie où plus ou moins on explique ce qui s'est passé avant, parce que c'est quand même quelqu'un... Isaac Babel, c'est quand même une figure emblématique de la littérature, et notamment d'Odessa. Hein. Voilà. Donc on suit ce qui s'est passé là. On le suit ensuite à la Loubianka. On le suit dans ses moments de torture. On le suit dans la façon dont il parle à sa fille. On explique comment Staline a signé son ordre d'exécution et comment il a été exécuté et jeté à la fosse commune comme le dernier des gueux. Et il y a aussi cette... ouverture et fermeture de sa fille plus âgée qui prend connaissance de la dernière lettre de son père. Alors il faut dire aussi qu'il y a, et ça c'est ce que j'ai adoré, c'est les annexes à la fin. C'est-à-dire qu'il y a tout un document, donc là c'est Moscou, hein, voilà. Voilà. Et donc vous avez tout ce qui a été écrit, et ensuite vous avez ce que j'aime moi. Voilà, c'est toute l'histoire de ces conversations avec les auteurs qui expliquent
pourquoi Isaac Babel a ce côté fantôme de l'histoire, etc. et qui explique tout ce qui s'est passé. Sa rencontre, sa vie, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a donné, ce qu'il n'a pas donné, etc. Il y a des photos de lui, de sa fille, enfin bref, voilà. Il y a un très joli mot à un moment donné de sa fille Nathalie, il dit « Moi j'ai vécu toute ma vie en espérant qu'il y ait une porte qui s'ouvre et que mon père soit derrière. » Parce qu'on ne savait pas où il était. On ne savait pas s'il avait été déporté, on ne savait pas s'il était mort, on ne savait pas où il... Voilà. Donc il y a eu un mystère et c'est véritablement un petit bijou, le fantôme d'Odessa, donc de Toledo et Palavenko, donc sur Isaac Babel. Et ensuite j'ai lu... Ah oui, il y a... oui, il fallait quand même que je vous montre parce que j'adore la phrase. Ça se passe de commentaires. Autre livre et autre ambiance, on va dire, c'est une BD. Donc, c'est les origines du transpersonnage. C'est Instinction, donc Rochette Maz, chez Casterman. Et alors, bon, ben là, on est juste avant que le transpersonnage prenne la route autour du monde, dans cette ambiance apocalyptique. Donc, il y a tout ce qui précède la création, on va dire, la mise en service du transpersonnage, comment la planète a lâché, comment tout le monde s'est retrouvé sous ce déluge de glace, de froid et tout ça, comment ils ont réussi à venir, à pas venir. Alors c'est assez particulier, parce que c'est des dessins, vous voyez, il y a des couleurs, alors ça passe du noir au gris, et puis tout d'un coup vous avez des couleurs fauves. Au début ils sont en Afrique, donc il y a forcément des couleurs qui sont très vraisemblables. Bref, c'est vraiment, enfin bon, moi j'adore le transpersonnage, donc voilà. C'est vraiment agréable à lire. C'est une espèce d'arche de Noé, on va dire 2.0, transpersonnage. Ça pointe beaucoup de choses sur notre société actuelle, sur nos valeurs, que le monde a peut-être perdu au passage quelque part. Voilà, donc c'est vraiment encore un petit bijou. Moi, j'avais hâte de le lire. Ça parle de la Terre, du fait qu'on est beaucoup trop nombreux pour cette pauvre planète, dont la date de pillage arrive le plus tôt possible toutes les années. C'est-à-dire on lui tire tellement de choses dedans qu'elle n'arrive plus à fournir toute l'humanité. Donc, à mon avis, il y a bien 2 ou 3 milliards qui sont en trop. Voilà. Et on va pas faire comme dans le transpersonnage, on va pas les laisser dehors, mais bon, comme vous vous dites. Donc c'est vraiment tout un cheminement jusqu'à l'extinction, on va dire, plus ou moins de la race humaine, avec tout ce qui va avec les extrêmes, c'est-à-dire les écologistes qui deviennent des éco-terroristes vraiment radicaux, on va dire, ceux qui veulent sauver leurs fesses en priorité, ceux qui ne savent pas comment faire, ceux qui s'en foutent, voilà. Donc, jolie analyse, on va dire, apocalyptique de notre vie actuelle. Et là, on a un ovni. Ovni. Je l'ai vu passer quand il est sorti en février, je voulais absolument le lire, parce qu'il m'a intriguée. Parce que la personne qui fait la préface, donc de Bernard Quirini, explique que cet homme, qui était un lettré, qui a écrit toute sa vie, n'a jamais développé un seul roman jusqu'à la fin. C'est-à-dire il avait tellement d'idées, il foisonnait d'idées, il fourmillait d'idées, si vous voulez. Il commençait un roman, et comme il y en avait 2 ou 3 autres qui arrivaient derrière, il s'arrêtait, et il continuait sa nouvelle idée, parce qu'il ne voulait pas perdre sa nouvelle idée. Et il ne finissait jamais aucun roman. Et quand cet homme est mort, sa femme, son fils, son ami ont fouillé son bureau qui était un amoncellement de papiers, de coupures de journaux, de romans inachevés, de bouts de phrases ça et là, jetés des papiers, un nid à poussière. Lisa comprend très bien les nids à poussière. Et en fait, au milieu de tout ça, ils ont trouvé un manuscrit qui était terminé. Mais ce n'est pas un roman. En fait, il avait fini un recueil de petites phrases courtes, d'aphorismes,
de petites anecdotes qu'il avait entendues, qu'il avait lues, des petits morceaux de faits divers qu'il avait piqués dans un journal, dans un autre, des phrases complètement absurdes, des listes de noms. À un moment donné, il fait la liste des écrivains qui s'appellent Marcel. Voilà, c'est un ovni ce truc, ça s'appelle Carnet secret de Archibald d'Anthrax. Alors c'était le baron Archibald d'Anthrax, excusez-moi du peu, voilà, et c'était un homme qui a vécu que dans l'Allier, hein, voilà, Allier chez nous, hein, voilà. Enfin chez nous, en France. Et franchement, je peux vous assurer, c'est un melting pot de choses entre le cynisme, la drôlerie, l'absurde, le cocasse. Ça se présente comme ça. Donc vous pouvez lire un, et puis finir un autre, et puis reprendre un autre, et puis il y a des citations, et puis il y a des trucs de justice qui sont quelquefois complètement absurdes. Il y a des morceaux de comment on va dire, voilà, par exemple, littérature. Moi, j'ai trouvé ça éminemment intelligent. Il dit, littérature, il y avait organisé ses étagères par pays, littérature russe, grecque, française, américaine, etc. Et je fus surpris de découvrir qu'il y avait aussi un très beau rayon d'apatride. Moi, ça m'a fait rire. Hein. Non, mais je vous dis, débile. Non, mais voilà, je trouvais que c'était... Il y a des trucs un peu olé olé. Après il y a des titres, alors il cite tous les titres avec des prénoms, il cite il cite Paul Morand par exemple, voilà, c'est des trucs, mais je vous dis c'est des choses absurdes des fois, très drôles, des fois des trucs un peu plus profonds. Vous lisez, ça part du moment où vous vous dites ah, et puis après vous oh oui, bah oui, moi il m'en faut peu pour être heureuse, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. C'est des trucs, mais moi ça m'a fait des fois rire, quoi, voilà. Il y a des pics aussi, il y a des pics entre les auteurs, il y a des pics entre deux personnes qui se truc, alors à un moment donné, je sais plus, il y en a un qui dit que ce qu'il écrit c'est le vide. C'est le vide qui a horreur de la nature ou la nature qui a horreur de... Non, le vide qui a horreur de la nature. Et vous vous dites, putain, le mec... Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, vous en doutez, Les carnets secrets d'Archibald d'Anthrax, donc c'est la préface de Bernard Quirini, c'est chez Rivage Poche, voilà, c'est un inédit, de toute façon il écrit que celui-là qui a fini, alors pauvre garçon. Voilà. Après, un roman, un nouveau roman, alors c'est un roman que j'avais vu passer, je sais plus où, hein, ne me demandez pas, et qui m'avait interpellée, surtout parce que on était dans un futur qui était calqué sur les goulags, le bagne. Et en fait, j'ai compris assez rapidement que effectivement, ça avait un lien avec Guillaume Seznec, et je me suis dit, oula, elle a transposé l'histoire plus ou moins entre guillemets de Guillaume Seznec dans un espèce d'espace-temps. Donc je vous montre, hein, c'est matricule 49302, donc de Nathalie Legendre, et là c'est aux éditions d'Avalon. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant, parce que évidemment ça parle d'injustice sociale, ça parle de procès mal foutus, de condamnation au bagne de quelqu'un qui n'avait rien fait, et d'essayer de cette réhabilitation qui est très longue à venir, que son petit-fils Denis se bat continuellement, etc. depuis des années, et s'est battu depuis des années pour réhabiliter son grand-père, donc Guillaume Seznec. Et donc ça part comme ça. Alors on est en présence d'une jeune femme qui va découvrir dans les papiers de sa grand-mère une pochette avec des notes, avec la vie de son frère Loïc, grand-oncle qu'elle ne connaît pas, enfin qu'elle n'a jamais connu, et pour cause, puisque à 18 ans, il a été accusé d'avoir tué son meilleur ami alors qu'il s'apprêtait à être papa. Il va être évidemment traduit en justice, condamné, avec des témoignages à charge de gens qu'il pensait être des amis. Il clame son innocence, sa sœur clame son innocence, bref, ses parents aussi, sa copine, enfin la femme qu'il aime, aussi, mais ça n'empêche pas d'être condamné au bagne, on va dire, spatiaux.
spatiale, puisqu'il va partir sur une énorme grande planète très 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 loin de la Terre, où en fait cette planète est pompée par les bagnards, parce qu'il y a des matières premières dont la Terre a besoin. Donc il va se retrouver là-bas. Évidemment, il va commencer à raconter, à prendre la plume pour raconter ses conditions de vie, sa condition de détention, la famine, la peur, les coups, le froid, la faim, le pas froid, enfin le chaud. La mesquinerie de certaines personnes, les coups, la maltraitance, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer dans un bagne et un goulag, hein, parce que c'était pas une, voilà, c'était pas, voilà. Et donc on suit le parcours de ce Loïc, on suit aussi les lettres que sa sœur lui envoie pour essayer de le remonter, qui sont censurées, qu'on comprend qu'ils sont censurées, le fait qu'elle se bat toujours pour le sortir de là, mais qu'elle a presque plus d'espoir. Et là-bas, il va faire la rencontre d'une vie extraterrestre, d'autochtones qui vivent sur cette planète, qui sont à part, on dirait des petites bestioles à fourrure, qui ont une sensibilité, une empathie, et qui vont communiquer. Donc un des membres va communiquer avec ce Loïc. Donc je vous laisse imaginer la suite. Et alors, vous allez me dire, pourquoi tu t'emballes pas? Ben parce que, alors premièrement, dans les 50 premières pages, il y a quand même pas mal de petites boulettes qui m'ont fait un peu décrocher. Alors c'est un oubli de mots, un mot en trop, parce que évidemment à la correction ou à la relecture, on a remanié la phrase, on a oublié d'enlever un mot, il y a des petites fautes d'impression, enfin de fautes de frappe ou d'impression. Il y a 2-3 petites fautes qui sont quand même, qu'on voit. Ça c'est dans les 50 premières pages. Et là je me suis dit, merde, putain, quand même, c'est pas possible. Donc je me suis dit, tu arrêtes, tu regardes pas, tu pinailles plus, tu lis. Donc je suis passée outre parce que je trouvais que l'idée de reprendre la vie de Guillaume Seznec dans une espèce de futur, etc., était très intéressante parce que ça posait aussi le fait que la société, malgré le fait qu'on avance dans la technologie, je suis désolée, on reste toujours au minimum requis dans l'injustice. Et bien en fait, j'ai pas été si étonnée que ça parce que, sans spoiler de toute façon, puisqu'on comprend bien, c'est que Loïc est l'arrière petit-fils, arrière petit-fils de Guillaume Seznec. Et il y a cette espèce de compréhension de dire que en fait vous héritez de ce qui s'est passé. En fait, c'est une espèce de malédiction familiale. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai assez rapidement compris. Et je me suis dit, merde. Voilà. Et après, j'ai pas trouvé ça révolutionnaire ou addictif, dans le sens où, connaissant déjà l'histoire de Guillaume Seznec, je n'ai pas été surprise par ce qu'elle déroulait, à part que ça se passe dans le futur. Mais voilà, il n'y avait rien, même avec les autochtones, là, j'ai pas trouvé ça révolutionnaire, etc. Le seul truc c'est qu'effectivement, ça tape sur le fait qu'il y ait toujours cette injustice et que le système judiciaire est toujours un peu problématique. Voilà, et que même si on est innocent, on vous dit toujours innocent jusqu'à la preuve du contraire, mais on vous condamne d'entrée de jeu même avant que vous soyez innocent. Voilà, à part ça, j'ai rien trouvé j'ai rien trouvé de particulièrement révolutionnaire parce que quand vous connaissez les conditions, vous avez lu un peu sur les bagnes, etc. Il n'y a rien d'inventé, il n'y a rien de... En fait, pour moi, c'était pas... Il n'y a même pas eu d'émotion à la fin. Enfin, non, pas vraiment d'émotion à la fin. Même quand il y a une fin où on se dit quand même c'est gâché, une vie gâchée, etc. Même là, voilà, j'ai pas été émue alors que je pensais avoir été émue. Le seul, je vous dis, qui est intéressant de savoir, c'est justement ça. C'est-à-dire que si ça peut vous faire découvrir l'histoire de Guillaume Seznec, si ça peut vous faire découvrir toutes les injustices et les gens qui sont partis au bagne en étant condamnés à tort, ça ne peut être que bon. Voilà. Mais je vous dis, je l'ai lu et il va
comme la Muse Rouge, il me restera rien. Bon, je l'ai lu plus tard dans le mois, mais je pense que mi-juin, fin juin, il me restera pratiquement plus rien. Voilà, donc je me rappelle même plus le prénom de la sœur de Loïc, pour vous dire que... Malouane peut-être. Mais bon, voilà, mais comme je vous dis, voilà, c'est très dommage parce que je m'attendais comme la Muse Rouge à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus fort, et je me suis retrouvée dans un truc assez plat, donc c'est très dommage. Alors on va dire que les deux derniers, c'est les deux petits coups de cœur du mois. Celui-là, c'est quand même un coup de cœur, le prochain. Je me suis pris une claquouille, je vous raconte même pas, si je vous raconte, parce que vous êtes intéressés. Donc ça s'appelle Purgatoire de Dmitri Bornikov, et je tiens à remercier Julie Bouvard, je le mets en gros son nom, voilà, parce que c'est la traductrice, et c'est un texte qu'il avait écrit il y a quelques années. Alors alors maintenant on le connaît sous Dmitri Bornikov parce que il vit à Paris, il écrit en français. Ceci, c'est le dernier roman qu'il a écrit en russe. Donc il a gardé son nom russe, donc Dmitri. Et c'est quelque chose qu'elle avait lu il y a quelques années, elle l'avait beaucoup aimé, mais il ne voulait pas le sortir. Enfin, il réfléchissait. Les auteurs, c'est très con. Des fois, ça met des années avant de sortir un texte. J'en sais quelque chose. Et un jour, en parlant comme ça, elle l'explique en préface, elle lui dit « Oh, ben moi, j'aimerais bien travailler ce texte-là. » Lui, il n'avait pas trop envie, donc il lui a donné carte blanche. Respect là. Carte blanche pour traduire son texte et le remanier, réécrire des choses, tronquer, virer des choses si elle estimait que c'était pas ça. En fait, en gros, il lui a filé son texte, il lui a dit tu traduis et tu le rends le plus beau possible. Elle a fait un travail remarquable, approuvé par l'auteur, approuvé par la maison d'édition et la directrice d'ouvrage. Donc inutile de vous dire que le travail est parfait. La langue, c'est du Bornikov, hein. Voilà, donc c'est du petit chef-d'œuvre, on va dire. Enfin, moi, j'écris comme ça, je demande le prix Nobel, hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, on est en présence d'un homme qui va nous conter sa petite enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte, à 3 endroits différents, puisqu'il est dans un village, dans un petit endroit au début, après il part à la ville pour faire ses études, puis il revient. Il est entouré d'une mère, d'une sœur un peu abusive quand même, il est entouré d'un oncle un peu spécial, de personnes autour de lui, il raconte, il compte, il y a la Volga, ce fleuve qui est très important dans l'histoire. Il y a le mysticisme de la culture slave, russe, il y a les croyances, il y a la peur, il y a la mort, la vie et la mort étant toujours intimement liées, hein, dans la culture russe, et il va raconter ça. Alors il déroule et puis tout d'un coup il fait une bifurque sur un élément, sur une anecdote qui s'est passée, et il nous livre l'anecdote un peu naïvement, comme quand il était petit, un peu moins naïvement quand il grandit, et il y a des apartés comme ça en plein milieu de ce récit, qui est plein de poésie, qui est plein de mélancolie aussi, et puis qui est tout le temps heurté par la mort qui est prise de plein fouet, la mort qui est prise à rendre fou, qui est prise avec détachement, mais qui est là. Il y a la vie, la mort, la vie, la mort, la vie, la mort. Et au milieu, il y a la Volga. Au milieu, il y a ces gens qui rient. Et au milieu, il y a ces personnages qui vivent. Qui s'aiment, qui boivent, qui s'amusent, qui jouent, qui font des choses, qui ne savent pas si c'est bien ou non, qui comprennent pas qu'au début c'est mal, mais qui le font quand même parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont jeunes, ils sont enfants et qui comprennent pas que ça peut être interdit, mais ils le font et ils racontent ça avec une espèce de candeur, de naïveté, et nous on se prend ça mais par flot entier, hein, voilà, Volga, flot. Je fais ce que je peux. Je vous dis, on est donc le 31 mai. Inutile de vous dire que vu l'heure qu'il est maintenant, je suis plus en mode. Mais franchement, un petit bijou. Mais une beauté.
Alors c'est très étrange, hein, mais quand vous lisez, c'est très familier. Vous avez l'impression de connaître, vous avez l'impression d'y être, vous avez l'impression d'être avec ce garçon, avec ces gens. C'est assez déroutant, parce que justement, son écriture est proche, à la fois lointaine. C'est très bien écrit, alors c'est très bien traduit par Mademoiselle Bouvard, hein, mais c'est très bien écrit, c'est beau, c'est touchant, ça vous serre le cœur, ça vous arrache le cœur. Oui, oh, bah, tant qu'à faire, vas-y. Alors, il y a un seul truc, c'est que le titre en français a été mis Purgatoire. En russe, je ne vous ferai pas l'affront de le dire en russe, mais la traduction, c'est La Belle Endormie. Belle Endormie, en vérité. Qui sied beaucoup plus, pour moi, quand j'ai fini le roman, à toute la singularité de ce roman-là. C'est-à-dire que La Belle Endormie, ça peut parler d'un fleuve, comme la Volga, ça peut parler de quelqu'un qui meurt, notamment sa sœur, de quelqu'un qui est un peu entre deux sommeils, vous savez, ce côté où vous n'êtes pas tout à fait dans le rêve, mais vous n'êtes pas tout à fait bien réveillé. La folie aussi, ça peut être quelqu'un qui est enfermé dans son cœur. Moi, j'ai trouvé que la Belle Endormie était un très très beau titre. Le purgatoire, c'est juste pour nous quand on a fini. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout envie de quitter le roman, donc ça, c'est le purgatoire. Voilà. Mais c'est la seule interrogation que j'ai eue. Pourquoi ils ont... Alors bon, elle l'explique, hein, pourquoi ils ont choisi purgatoire, donc je vous laisse voir l'explication. Personnellement, je préférais le titre en russe. Voilà. Mais ce n'est que mon humble avis, hein, voilà. Mais vraiment, petit bijou, et je pense qu'il finira dans le top 15 de la fin de l'année. Hein. Oui, oh, il y a de fortes chances. Hein. Voilà, on est quand même... demain, on est le 1er juin. Moi, Oni pour Lisa, je déteste ce mois-là. Enfin, à part pour Meilleure Amie, mais pour le reste, j'aime pas ce mois-là. Si je pouvais me terrer dans un trou de souris le 31 mai et ressortir que le 1er juillet, moi. Bref. C'est véritablement, je vous dis, c'est un roman incroyable. Voilà, on parle de fleuve, on parle de Diane, on parle de rencontres assez atypiques. Enfin, moi, j'ai adoré ça. Bon, bref, je l'aime. Voilà. Vous avez compris. Je crois que c'est complètement simple que de vous dire que j'ai adoré ce roman. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et le dernier. Oh, punaise des bois. Oh, petit cœur qui était content. Alors, le petit cœur est allé le chercher le jour même de sa sortie, parce que la moutonne, il y a des choses que la moutonne, elle peut pas... Vous savez, le côté fangirl de Lisa, ben, elle y est allée. Voilà, elle est allée chercher le 25 mai, le dernier, Jussi Adler-Olsen. Voilà, qui s'appelle Ocel. Voilà. Non, mais Donc, je me suis pointée à la librairie en mode panique, parce qu'il est sorti. Il l'avait reçu, je crois, la veille, au soir. Donc, il sortait officiellement le 25, donc ils l'ont mis en devanture. Et moi, j'ai appelé Mouton. Vous savez, Mouton? J'appelle, je fais, vous avez bien reçu le Adler Olsen? Et il me dit, oui, je peux avoir un exemplaire. Mais tu dis, non, mais il y en a. Je dis, non, mais peut en avoir un. De côté. Bon, ils me connaissent, hein, ils savent que je suis bonnette sur certaines choses, ils s'affolent même plus. Donc il m'a dit oui, vous inquiétez pas. Donc quand je suis arrivée à l'endroit où il y a les réservations de livres, il me regarde, il me dit il y est, vous inquiétez pas, je l'ai. Je passe un peu pour la débile du coin quand même. Hein. Je lui dis oui, mais j'aime beaucoup le département V. Il m'a regardé, il m'a fait. Non, j'avais trouvé un copain de livres. Voilà. Bon, bref, c'est le top 9. Donc, de la saga du département V. Alors, je montre. Ah, voilà. Voilà. Alors, il y en a un qui à part. Hein, il faut pas... il y en a un qui fait pas partie. Là, il montre tous, mais il y en a que 8 dans le département V. Donc, c'est le 9e. Je rappelle que le garçon a annoncé que c'était l'avant-dernier parce qu'il clôturait sa saga... Je vais pleurer. Au 10, donc dans 2 ans, parce que théoriquement, il sort à peu près tous les 2 ans. Hein, voilà. Et c'est un retour aux sources dans le département V. Parce que les 3 derniers, c'était centré sur Rose, sur Karl, sur Assad pour le dernier, pour Victime 2117. Dans 2117, oui, ça. J'ai eu peur. Et en fait, le département V traite les cold cases. Et jusqu'à présent, il nous avait fait que des cold cases. Qui étaient... alors,
quelquefois moins palpitant, mais qui était quand même exceptionnellement bon. On s'attache aux personnages, on s'est attaché à tous les personnages, on s'est attaché à leurs ramifications, à la façon dont ils ont de se mouvoir dans Copenhague, à la société danoise, à la façon de faire, etc. Et là, en fait, le chef du départ de la police, en fait, de l'endroit, qui s'appelle Marcus, qui est le supérieur donc de Karl Mock, a un dossier sur son bureau depuis 1988, je crois, et le fait qu'un garage... 88 ou 98 oh, non mais loin, je me rappelle plus, pour vous dire, non mais je suis débile en plus des fois, parce que les dates, alors autant les dates, mais je crois que c'est 88 son truc. 88 ou 80, ouais je crois que c'est 88. D'une maman qui en fait avait laissé sa voiture à réparer à un garage. Quand elle est arrivée le récupérer avec son petit garçon, le garage a explosé, tuant son petit garçon, et donc lui faisait partie du policier chargé de l'enquête. Karl Mock était un des jeunes policiers qui avait aidé à la maman à se relever, et donc ils étaient marqués par ça. Et il va se passer plusieurs choses, plusieurs morts assez étranges qui semblent ne pas être liées. Le seul petit point, c'est un petit tas de sel, mais de sel de cuisine, pas du sel que vous jetez sur la rue comme on pourrait penser à Copenhague l'hiver, non, du sel de cuisine. Et ils vont réouvrir des enquêtes, des choses qui semblent être liées, et ils vont s'apercevoir qu'en fait, un peu partout dans le pays, il y a des affaires non élucidées avec du sel. Et on va osciller comme ça, on n'est pas loin de Noël, on est en 2020, évidemment pendant la pandémie. Alors c'est vraiment une toile de fond, vous affolez pas si vous voulez pas lire de livre avec la pandémie, c'est une toile de fond, c'est style, ils se présentent chez quelqu'un, ils montrent leur badge de police, ils se reculent, ils descendent le masque pour montrer que c'est bien eux, ils le remontent. Voilà, on parle à un moment donné, la première ministre qui va reconfiner tout le monde, donc ils sont en pleine enquête, c'est le gros bordel. Voilà, donc c'est vraiment une toile de fond, hein. Ne stressez pas, c'est pas un livre qui va parler que de ça. Et en fait, on suit au jour limite, le jour au mois de décembre 2020, ce qui va se passer. À quelques jours, semaine de Noël, des gens qui vont tuer, des gens qui vont être découverts alors qu'ils étaient enterrés là depuis un moment, et puis tout s'imbrique petit à petit. Tout ressort, tout se met en mode pulse. Et ce que je disais pour Retour aux sources, c'est que il y a une espèce d'unité de ce groupe, de ce département V qui se remobilise, qui s'unit encore plus que d'habitude, que ce soit Rose, Gordon, Karl ou Assad. Chacun a évidemment des trucs de sa vie privée, donc on a toujours des petites bribes de vie privée, mais qui ne sont plus la prépondérance de ce qu'avait fait dans les 3 derniers. Et alors la fin, il nous laisse sur un truc, mais c'est pas possible ça. Il veut notre mort, le garçon, parce que là, non, hein, moi je vais lui balancer du gros sel. Hein. J'ai pesté comme un putois à la fin, parce que j'ai dit non, il va pas nous laisser comme ça. Et moi j'étais là, non, c'est pas possible, non, mais non. Bref, j'ai adoré. J'ai adoré ma lecture. Vous avez vu la taille de la bébête. Voilà. J'ai bouffé ça parce que, bon, comme je l'ai expliqué au début, je n'avais pas... C'était le mauvais week-end. Il a sorti donc le mercredi. Pas bon. Ouais, c'était un pont, mais moi, j'avais que des choses à faire. Voilà. Et après, je suis partie. Donc, du coup, je vais pas me trimballer cette grosse pavasse dans un petit sac à dos quand on part que pour, en gros, 24 heures, qu'on fait des allers-retours à Paris. C'est pas voilà, c'est pas bon. Donc, je peux vous assurer que je râlais comme un putois. J'ai lu quand même beaucoup le jeudi. J'ai moins lu le vendredi, mais j'ai lu quand même pas mal le matin. Et puis après, il me restait quelques pages. Un bon quart. Donc, je me suis dit, putain... Voilà. Donc dimanche soir j'ai beaucoup lu et je l'ai fini ce matin. Voilà, parce que hier je voulais lire hier soir, mais non, grosse migraine hier soir. Mais alors migraine, hein, truc, j'ai été obligée de partir du boulot parce que je ne me sentais plus de tenir. J'avais mal au cœur, j'avais le cœur ici.
la tête dans un étau. J'ai dormi 3 heures dans le noir quand je suis rentrée. Je me suis levée, j'ai mangé 2 coquillettes. Quand je vous dis 2 coquillettes, j'ai mangé 2 coquillettes. J'ai donné à manger au Général Lux qui était en mode couinage. Je lui ai dit, chérie, tu manges, moi je vais faire nono. Voilà. Et je me suis réveillée ce matin à 4h15. Hein, donc pour vous dire que j'étais dans un état proche de l'Ohio. Mais l'avantage, c'est que ce matin, j'ai lu et que je l'ai fini. Voilà. D'ailleurs, limite, si je pars travailler en retard parce que je voulais le finir. Donc je me suis pris une claque avant de partir. Avant de partir, je me suis énervée toute seule. Et dans le bus, j'avais le ciboulot qui était en mode, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon Dieu, mais quand c'est qu'il va le... Non, mais je suis boulette quand même, hein, je vous le dis. Enfin, pas que là, mais des fois, voilà. Donc, excellent 9e tome de Jussi Adler-Olsen. Franchement, celle. Si vous aimez le département V, allez-y, quoi. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous le dis. Voilà. Et donc, tout ça, c'est ce que j'ai lu. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Non, parce que vous savez que je fais tout tomber généralement, donc voilà, ça va encore se casser la gueule, hein, comme d'habitude. En plus, il ne faut pas que je fasse tomber, parce qu'il y a les Général Lux sous mes pattes. Donc si je fais tomber, il se fait écraser par les bouquins. C'est pas une bonne idée. Voilà, donc tout ça, c'est ce que j'ai lu au mois de mai. Donc je suis assez contente. Vous verrez la pile à lire de juin, sûrement dimanche soir, 18h. Parce qu'il faut que je récupère un livre. Il y a un livre que je n'ai pas encore. Mais je suis très contente parce que j'ai une BD que je n'avais pas prévue, que j'ai achetée en même temps que j'ai acheté celle. Mais franchement, au mois de juin, je trouve qu'il y a de l'éclectisme. Il y a même une LC rigolote avec ma copine Rosie. Et puis, ça rentre dans le challenge qui est fait par Séverine, paye ton slip. Parce qu'en fait, moi, je ne vais pas faire une vidéo complète parce que je n'ai pas encore acheté ni récupéré ou autre les livres de juillet et août. Parce que vous savez que je fais ma pile à lire 15 jours avant. En gros, le mois d'après, parce que je le fais au feeling, hein, voilà. Donc, je sais ce que je vais lire. En gros, il y aura à peu près 18 à 20 livres au programme. Donc, tous les mois, vous verrez le challenge de Sèvres, parce qu'en gros, je ne vais pas faire une vidéo avec tous mes livres, mais je vais les présenter à chaque fois. Donc, voilà, ça va être sympa. Quelles sont la prochaine vidéo, à part la pile à lire de dimanche? Mercredi prochain, je sais pas. Qui sait absolument pas ce qu'elle va faire, quoi. Je sais pas. Alors, au programme du mois, j'avais promis, je le dis, j'avais promis... Alors, il y a le point lecture d'histoire qui sera au milieu du mois. Bien sûr, il y aura la thématique 3 x 3 = 1, ça vous plaît beaucoup. Il y aura le blog de Lisa, ça évidemment. C'est récurrent maintenant, parce que c'est bien accueilli, donc voilà, je suis contente. Il y aura les items à la fin du mois, bien entendu. Et il y aura une vidéo au milieu, qui sera sûrement un dimanche soir, sur le maquillage. Alors, plusieurs d'entre vous m'avaient demandé, je vais le faire bien volontiers, parce que ça me plaît beaucoup. J'en avais fait une pendant le confinement, où j'avais montré ma trousse à maquillage. Mais il y en a certaines qui m'ont dit, oui, mais toi, tu as l'habitude, est-ce que tu pourrais nous donner des trucs, astuces, par exemple... parce qu'on parlait de beauté, de rapport au corps, de rapport à la beauté et machin, et je répondais à un moment donné à une personne en privé sur Insta, parce que généralement c'est là que je communique, qui me dit ouais mais bon moi j'ose pas faire des vidéos parce que moi je me maquille très rarement, mais je sais pas, je me trouve toujours moche par rapport aux autres. J'ai dit mais les autres trichent. Je me dis non, tout le monde triche, il faut arrêter, voilà. Un des triches que j'ai sur moi, c'est-à-dire de monter votre queue de cheval ou vos cheveux le plus haut possible et de bien tirer. Parce que ça remonte tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors je me suis dit que de vous montrer ce que j'utilise comme maquillage de base. Alors attention, je ne mets pas tout ce que je vais vous montrer sur la gueule, sinon je serai un pot de peinture. Mais c'est des choses que je pioche. Alors il y a mes indispensables de tous les jours, on va dire. Des choses que même pas en rêve je peux me passer, chose que je ne me maquille pas quand je travaille pas, quand je suis en vacances je me maquille jamais, sauf de mettre du rouge à lèvres si je sors, ou un coup de mascara et du rouge à lèvres, sinon j'ai rien l'été, à part de l'écran solaire, enfin de l'écran total par couche de 12. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal de vous montrer
ma trousse à maquillage, de savoir comment je me maquille au quotidien. Donc là, par exemple, je viens de travailler. Hein. Donc en gros, voilà, j'ai une petite bébé crème qui est appliquée avec les mains avec une mini noisette, style, j'ai rien sur la gueule. J'ai pas de, j'ai pas de poudre, hein. Je poudrerai jamais rien parce que moi, la poudre pour moi c'est une catastrophe. Hein. Je prends 25 ans de plus, hein, donc même pas. J'ai juste de l'anti-cerne parce qu'effectivement j'ai toujours mes cernes sont quand même assez visibles assez souvent, surtout quand j'ai eu une migraine la veille. Pendant 2-3 jours, mes cernes ont violet. Voilà, donc super top. Je n'ai pas de correcteur. Je vous montrerai comment je corrige mes cernes. Oui, j'ai des techniques. J'ai des techniques de base. Voilà. Voilà, j'ai du rouge à lèvres et mascara. Donc en gros, avec 3-4 trucs, j'arrive à faire 3 merdes, quoi. Voilà. Mais dans ma trousse à maquillage, j'ai de tout. Enfin, de tout. Tout ce que je peux basique pour faire un maquillage de soirée tout de suite. Un truc pour l'écran. Bon, là, j'ai pas pu parce que je suis arrivée direct. Mais ça peut m'arriver de mettre quelque chose parce qu'effectivement, il y a des zones d'ombre sur votre visage que vous pouvez très bien camoufler avec 2-3 trucs, hein. Mais alors vraiment, hein, c'est... Enfin, je veux dire, c'est facile. Hein. Alors après, quand je vois les gens qui font pour faire un peu joli, qui mettent du fond de teint, mais qui en mettent pas là, qui en mettent... Voilà. Donc, je vous donnerai des astuces. Alors, la vidéo risque de durer bien 45 minutes, 1 heure, mais ça risque d'être rigolo. Parce que de vous montrer, alors je peux vous le montrer sur moi mais je vais pas me maquiller à l'écran parce que je serai comme ça, mais je peux vous montrer, voilà, vous montrer de faire à peu près comment ça et puis de vous expliquer que par exemple si vous avez du scotch, une épingle à nourrice, une épingle à linge, un chouchou, des épingles danseuses, etc. Vous pouvez absolument tout faire et vous pouvez vous présenter, même vous pouvez prendre un selfie en ayant des conditions. Il y a la lumière, bon là elle est mal foutue parce que je l'ai sortie au dernier moment. Donc c'est pas un bon exemple, mais je vous montrerai. Il y a la façon dont vous mettez la caméra, plongée contre plongée, machin, la façon dont vous vous tenez, vous pouvez vous mettre de 3/4 pour sembler avoir un profil, vous regardez votre profil, celui qui est le mieux, vous vous mettez un peu dans le... Voilà, donc on accroche la lumière comme on peut, on gomme certaines choses qu'on peut gommer, c'est valable pour le menton, les joues, les machins, je peux vous assurer qu'on peut faire beaucoup de choses. Et croyez-moi sur Paris, si vous ne croyez pas, meilleur ami et moi, quand on a fait des photos de mode pendant des années, je peux vous assurer des trucs, on en connaît, et on peut faire absolument n'importe quoi, et je peux vous assurer que demain, je peux vous prendre du sol au plafond et vous transformer en quelque chose largement joli, très très joli, que vous même pas vous pensez que c'est vous. Voilà, donc ça c'est la vidéo qui sera en extra bonus. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas, envoyez-moi un truc sur Insta. Si vous n'avez pas Insta, vous me mettez en commentaire en bas en me disant « Ah, j'aimerais bien avoir ça » ou « J'aimerais bien avoir ça ». Et je signale aussi que je prépare un podcast. Sur la suite du podcast que j'ai fait sur la grossophobie, j'ai eu pas mal de discussions ouvertes avec des personnes, que je remercie d'ailleurs très gentiment d'avoir répondu, d'avoir fait des commentaires, de m'avoir partagé des expériences personnelles. C'est touchant qu'on m'ait fait confiance. Donc je leur ai demandé si je pouvais faire un podcast sans les nommer, mais en racontant leur anecdote et leur expérience traumatique. Elles m'ont dit oui, donc je le ferai. Si vous avez des expériences, si vous avez des questions sur ça, si vous avez... Alors quand je dis grossophobie, ça peut être aussi dans l'autre sens, la minsophobie. Hein, voilà, je fais les deux dans mon podcast, je parle des deux, hein, parce que j'ai les deux expériences autour de moi et en moi, donc je peux le faire. Donc n'hésitez pas, que ce soit dans un sens de la balance ou dans l'autre. Si vous avez des expériences, alors ne le mettez pas dessous, hein, parce que les gens n'ont pas, enfin les gens des fois sont pas très, enfin là moi j'ai une communauté sympa, mais on sait jamais, vous savez, les gens ils sont toujours bon bref, toujours un polémiqué. Donc si vous avez une expérience, vous avez Insta, vous me contactez. Si vous n'avez pas Insta, vous m'envoyez un mail parce qu'il y a mes coordonnées, vous m'envoyez un mail et vous me dites oh j'aimerais bien machin. On se débrouillera pour trouver une solution pour papoter, que ce soit Messenger, WhatsApp, n'importe quoi. Et comme ça, au moins, je ferai mon podcast, mais je vous le signale ici parce que je ne peux pas le faire là. Parce que sinon ça serait dommage. Enfin je pense pas que ce soit intelligent de le faire sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui parlent de ce genre de choses beaucoup mieux que moi, qui sont spécialistes, mais moi c'est juste à titre personnel, voilà, que je le fais.
Donc ça, c'est la fin de cette vidéo donc de pile à lire. Je vous dis, ça fait 1 heure et donc du coup, bah, j'ai eu de la chance hein, parce que j'ai vraiment du cul moi. Voilà, et j'ai fini, j'ai presque fini. Il me reste, en fait, il me reste toutes les notes. Il me reste 30 pages de notes. Vous voyez la grosseur des notes? Ça, c'est la bonne partie des livres d'histoire. Excellent bouquin. Enfin, excellent. Très bon bouquin. J'ai lu mieux, mais sur ce sujet-là, c'est un très très bon bouquin. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Commentaires, bisous, machin, enfin ce que vous voulez, quoi. Mais je vous assure, j'ai mis la jaquette juste après, que vous verrez, parce que j'arrête pas j'aime pas faire ce genre de choses, mais ça aide. Ça aide beaucoup quand même, hein, voilà. Et puis tout le monde me crie dessus en disant que bah, les autres le font, les autres ont des commentaires et des likes, pourquoi tu demandes pas? Je dis oui, mais moi c'est pas ma cam. Voilà, c'est pas, je suis pas là pour quémander votre moumou. Voilà, mais je suis très heureuse quand je reçois des commentaires, toujours aussi un peu plus nombreux. Donc merci beaucoup de votre présence et des nouveaux abonnés. Je vous donne donc rendez-vous dimanche pour la pile à lire de juin, donc ce sera à 18 h. Et n'oubliez pas, le live Liz and Tea est donc le 14 juin à 20 h. Je suis indisponible pendant quelques jours parce que je suis au jubilé, enfin ici. Oui, parce que... Bon, ceux qui ont vu les précédentes vidéos, ils savent très bien que mon passeport est toujours pas là. Hein, donc... Ciao Londres et les potes. Donc Queensgate Mew et Queensgate, finito. Hein, mais je ferai quand même parce qu'ils m'ont envoyé plein de trucs et donc je vais faire quand même Chopping the Color et la reine. Long live the Queen. Ah bah oui. Hein. Ah bah quand on a un cœur britannique, ah ça se voit derrière. Enfin, si vous n'avez pas vu que j'étais fan de la Grande-Bretagne, c'est que vous n'avez rien vu. Hein. À moins que ce soit peut-être Jude Law ou le joli garçon qui est là qui vous attire. Faites attention, au fond, je vous vois. Ces garçons sont à moi. Enfin, surtout celui qui est là. Là. Ah bah ça, c'est meilleur ami qui l'a fait le dessin. Elle est bien, cette meilleure amie. Ouais. Elle va avoir une surprise, elle va tomber de la chaise. Je me languis notre week-end à 2 pour lui faire sa surprise. La tronche qu'elle va avoir, j'avais adoré. Je prendrai une photo parce que rien que la tronche qu'elle va avoir, ça va être du grandiose. Ciao!